Le métier de commercial, quel qu'il soit, mais en particulier dans la gestion d'actifs, j'en suis convaincu, c'est un métier méthodique exercé par des gens souriants et sympathiques. Très clairement, il valait mieux faire de la gestion active que de la gestion passive. Ce que j'ai envie de passer comme message, c'est un besoin de diversification. Si tu devais garder un seul produit dans le portefeuille d'investisseurs de nos clients, ce serait lequel ? Ce qui fait une grande force de la gestion d'actifs chez Lombard Odier, c'est précisément d'avoir su investir dans sa recherche pour proposer des stratégies innovantes et qu'elles soient vraiment en lien avec des problématiques d'investissement et clients. Allez, bienvenue sur Zoom Invest pour ce nouveau numéro de Track Record. Aujourd'hui, je reçois encore un très bon client, c'est le camarade Stéphane Vontron. Salut Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Très bien. Alors maintenant, tu es directeur chez Lombard Odier IM. Est-ce que déjà tu peux te présenter en 1 minute, s'il te plaît ? Alors écoute, je m'appelle Stéphane, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, et petits-enfants. Quel âge ? 4 et 2. Ah oui, et même pas 4. C'est un petit sujet. C'est mon petit côté, côté commercial, tu vois, j'ai arrondi au-dessus. Et donc je viens de rejoindre cette belle maison. J'ai fait toute ma carrière dans l'asset management, toujours en tant que commercial, sur plein de segments, dans des maisons indépendantes, chez un gros anglo-saxe, chez un gros français. On va y revenir, t'inquiète pas. Et maintenant, c'est dans une prestigieuse maison suisse. Parfait. Justement, avant qu'on attaque ton parcours et qu'on parle justement de ces belles maisons de gestion où tu as fait une grande partie de ta carrière, encore jeune carrière, comment tu expliques, j'aime bien poser cette question à chaque fois à mes invités, comment tu expliques ton métier à des potes avec qui tu bois un verre après avoir couru un 20 km par exemple ? Alors, j'évite de l'expliquer déjà parce qu'en fait ça les ennuie profondément. Et donc, c'est marrant, tout le monde me fait la même réponse. Tout le monde me fait la même réponse. Ensuite, le premier réflexe de toute façon, c'est que dès lors que tu touches de près ou de loin à la finance, même tes amis, moi j'ai fait une école de commerce, donc même tes amis qui ont fait une école de commerce et qui ont un background théoriquement financier, par principe, décrètent que c'est compliqué. Ouais. La réalité, c'est que comme tout métier, ça jargonne, mais que c'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué que le reste. Tu as un côté généraliste. Alors, une explication que j'utilisais avant, et notamment quand je m'occupais beaucoup de CGP, c'était le parallèle avec le visiteur médical, qui fonctionne bien. Bon, qui faisait que je me faisais traditionnellement charrier également, aussi, ouais. Mais qui est quand même un parallèle assez Stéphane Vontron, visiteur médical, je trouve que ça va bien, c'est assez drôle. Mais la réalité, c'est que du coup, tu as un métier qui a une vrai. meilleure notoriété parce que tout le monde comprenait en fait. C'est C'est-à-dire que je propose les substances, les ingrédients qui vont faire que toi, tu vas être soigné, donc à des médecins du patrimoine. Bon, a priori, l'image fonctionnait à peu près, mais quand même, ça reste très très abstrait. Donc l'idée, c'est que de dire, moi je propose des expertises financières à des professionnels de la gestion d'actifs et du patrimoine qui vont eux-mêmes utiliser mes solutions, soit pour les proposer à leurs clients, soit pour construire les leurs et les proposer à leurs clients. Alors justement, c'est tout le principe de Track Record, c'est d'essayer de comprendre qui sont les personnalités derrière ces métiers, parce qu'on va évidemment parler de ton métier, on va évidemment parler de Lombard Odier, évidemment. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours ? Tu viens de dire que tu avais fait un subdeco, il faut faire subdeco pour être directeur dans la distribution de produits financiers ? En France, en tout cas, c'est préférable. Ouais. Après, il y a des parcours universitaires qui fonctionnent très bien pour bac arriver au même scientifique résultat. ou bac économique avant ? Bac éco. Bac éco, okay. Mais assez généraliste. Mais spé maths, okay. Quand même, nécessaire. Prépa, école de commerce. Je pense que maintenant, la prépa est plus vraiment nécessaire, même si ça reste, pour ceux qui en ont fait une référence. Mais la réalité, c'est que tu peux y accéder. Les admissions parallèles sont vachement plus ouvertes. Et donc, les cycles universitaires, il y en a des très, très performants. Ouais, aujourd'hui, oui. Ouais. Donc, c'est pas nécessaire. Mais c'est toujours un plus. Ça aide un petit peu. Ça fait partie des parcours qui sont les plus recrutés. Tu vois, quand je regarde les profils de jeunes qui rejoignent nos équipes en règle générale, aujourd'hui, oui, le plus souvent, ils ont fait des écoles de commerce. Et spécialité à la fin ? Finance particulier ? Quelque chose de plus ? Un master 2 spécifique ? Ou tu restes sur Spécialité finance. Après, la réalité, c'est que je pense que la compétence technique, elle peut s'acquérir. Dans les métiers, alors là j'ai un prisme plus commercial, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une dimension technique plus importante dans la gestion. Dans le commercial, je pense que la compétence technique peut s'acquérir et que le plus important, ce qui prime, reste la personnalité, la capacité à aller vers, à exprimer des idées, à les véhiculer, parce que ça c'est beaucoup plus difficile à apprendre. Ouais, quelle que soit la spécialité de l'école de commerce, ça reste une école de commerce. Exactement. Donc, il faut avant tout avoir le sens du commerce. Parce que justement, moi, tu sais, je suis CGP, on se connaît comme ça. Il y a aussi les analystes financiers qui font la gestion des sociétés de gestion dans lesquelles tu bosses. Et puis, il y a des gens qui distribuent tes équipes. Donc, c'est important qu'on parle justement de cette partie de commerce. Et justement, toi, rétrospectivement, j'attaque direct un peu dans le perso, mais 10 ans après, ou 15 ans après, 20 ans après, qu'est-ce que tu te serais dit à toi quand tu étais jeune, justement, avant
tout ce cursus. Est-ce que tu l'avais senti, ce cursus, à 15-16 ans, ou tu avais tout à fait d'autres rêves? Non, alors en réalité, je suis allé assez proche de ce que je souhaitais faire. Alors quand t'es plus jeune, t'as une idée assez imprécise de là où tu veux aller. Mais je savais que j'avais envie de travailler en proximité des marchés financiers. Ça m'intéressait, ça m'a toujours intéressé. Pourquoi ? Parce que tu vois, ça te donne justement une dimension un peu touche à tout. Ça t'amène à comprendre l'environnement dans lequel tu vis, qu'il soit économique, financier, à toucher à beaucoup de choses. Et donc, et puis aussi, ça se renouvelle tout le temps. Quand tu vois la grille de lecture du marché, en fait, elle évolue c'est très lié à l'actualité. Très lié à l'actualité. Ouais, et elle change tout le temps. Donc, ça te permet d'être toujours dans ton temps, de le comprendre, et je trouve que ça c'est toujours quelque chose, tu vois, qui m'a attiré dans ce sujet-là. Après, en plus, c'est quand même très moteur dans l'ensemble du monde économique, donc ça c'était, et puis c'est là que j'avais aussi des contacts directs, enfin tu vois, des expériences. Et est-ce que justement tu aurais fait quelque chose de différent? Quel conseil tu te serais donné, par exemple, à 20 ans? Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais fait plus rapidement, ou est-ce que tu trouves que finalement ton parcours a été finalement bien mené? Alors franchement, oui, j'ai pas volontairement ou involontairement. Non, mais j'ai pas de grands regrets. J'ai eu de la chance. Ça fait partie. Non, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'équation. La chance, tu la provoques, mais il faut quand même qu'elle soit là. Donc, et il y en a eu sur le parcours. Donc non, c'est vrai que je me dirais plus dans le comportement, dans l'état d'esprit, tu vois, et notamment sur la partie début de carrière, d'avoir plus de patience. Défaut de jeunesse. Tu vois, oui, le manque de patience parfois peut te faire brûler les étapes, aller un petit peu trop vite, du coup moins bien faire les choses et in fine perdre du temps en voulant en gagner. Donc ça, c'est vrai que c'est sans doute le conseil que je me donnerais, mais c'est très très immodeste ce que je vais te dire, mais quand je vois les plus jeunes générations, je me dis que finalement on était relativement patients à notre génération. Ça allait moins vite. Ouais, alors, ça allait moins vite. On a à peu près le même âge, ça allait moins vite, hein, c'était moins immédiat que ça ne l'est aujourd'hui pour nos enfants, et les tiens sont plus jeunes que les miens, donc forcément tu vas voir, ça va arriver vite. Je me prépare. Allez, super. Alors sur le parcours, j'avais une petite question pour toi, mais je vais la garder quand même au cas où pour après, parce que finalement tu as déjà principalement répondu, mais ce qui est bien avec Stéphane, c'est il anticipe, il répond aux questions à l'avance, donc faut que je réorganise après derrière. On va passer tout de suite à une mini séquence si tu veux bien. Je te propose, on va faire tourner la roue. Ah bah on va faire tourner la roue. Allez, faisons tourner la roue. Bon Stéphane, t'as rêvé ça de toute ta vie? Toujours. De tourner la roue, je te laisse tourner la roue. Est-ce que tu peux me rappeler le code couleur? Attends, c'est surprise le code couleur. Je croise les doigts parce qu'il y a des couleurs que je préfère que d'autres. C'est marrant, alors c'est marrant pour ceux qui nous suivent, le bleu sort souvent. Et ça tombe bien dans le cas de Stéphane parce que le bleu, je suis désolé, c'est le quiz perso. Donc le quiz perso, moi ça me plaît bien. Allez Stéphane, des réponses, alors on se connaît tous les deux, j'allais dire assez rapide, mais avec nous ça marche jamais. C'est pas grave. Allez, pour commencer un truc un peu large, un livre qui t'a marqué récemment, soit pro, soit perso. S'il y a un truc qui te vient à l'esprit comme ça? La biographie de Belgreen. C'est un roman, en fait c'est un roman biographique concernant la bibliothécaire de JP Morgan. D'accord. Et donc un rapport avec un ancien employeur. Ouais, très belle histoire en fait justement d'une femme qui en fait a dû cacher ses origines puisqu'elle avait des origines noires et absolument dans un état qui était ségrégé, c'était pas possible. Et elle a fait une carrière absolument incroyable. Elle a mené la bibliothèque de John Pierpont là où elle est aujourd'hui. Et ça a été une des femmes les mieux payées des États-Unis au début du XXe siècle. Enfin, un profil dans un monde qui n'était pas vraiment fait pour elle. Donc, c'est un super parcours. Combien de temps t'es resté chez JP Morgan? On dit JP Morgan en français. Alors, JP Morgan ou JP Morgan en français, voilà. Ouais. Non, mais la plus française des banques américaines? C'était la baseline. Je pense que ça l'est toujours. Je pense que ça l'est toujours. Combien de temps t'es resté chez eux? Je suis resté 8 ans et demi. Ah oui, donc c'est quand même le gros de ta carrière, plus que la financière de l'échiquier? À peu près pareil. J'ai passé un peu plus de 9 ans à l'échiquier. Et bonne expérience? Je vais dans le sens de cette expérience-là. C'est donc une banque qui est quand même assez capable de casser les codes. Absolument. Non, c'était une magnifique expérience. Non, bien sûr, c'est une institution absolument incroyable. Ouais. J'ai adoré mon expérience là-bas. Après, ce qui m'a amené à bouger, à faire évoluer ma carrière, c'est l'aspect très satellite du marché français. D'accord. Ok, ouais, c'est-à-dire que c'est ça la limite. Voilà. C'est le groupe est tellement gros et tellement américano-centré que les outils sont de très très bonne qualité, mais il faut que les outils qui sortent de l'usine conviennent à ton marché. Voilà. Et c'est pas toujours le cas. Et c'est pas nécessairement le cas. Et puis c'est pas un marque. Enfin, oui, je traduis entre les lignes. C'était pas un marché déterminant pour. C'est pas un marché stratégique pour l'asset management. On est d'accord. On va dire ça comme ça. Allez, je reviens sur ton parcours, sur ce que tu nous expliquais sur la façon dont tu t'aurais conseillé il y a 10 ans. Un moment décisif, justement, qui t'a donné envie de faire ce métier. Est-ce qu'il y en a un ou quelques-uns? Est-ce que c'est des rencontres? Qu'est-ce qui pourrait te marquer comme ça, te dire, là, j'ai su que c'était ça? Alors, la gestion d'actifs,
En fait, ça a été plusieurs expériences et des expériences partagées, indirectes. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai fait des stages financiers classiques. Donc, j'ai fait un stage en audit. Ça paraît assez improbable aujourd'hui, mais si, j'ai fait un stage en audit. Faut bien commencer par quelque chose. Faut bien faire quelque chose. J'ai fait de l'analyse crédit. J'étais au contrôle du PropDesk. Donc dans le moteur quand même. Donc dans le moteur, en vrai. Ouais. finance de marché. Et en fait, j'ai des amis, très très bons amis, qui se sont retrouvés en gestion d'actifs. L'un côté acheteur et l'autre côté vendeur. Et ils ont fait leur stage d'école de commerce dans ce segment-là, dans ce secteur-là, en même temps, avec des prismes différents. Et en fait, comme c'était deux très bons potes, en fait, la façon dont ils m'ont raconté leur expérience m'a donné envie. Ouais. Vraiment. Et je me suis dit, mais ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, le côté transactionnel de la finance de marché me plaisait moins. Et tu vois, l'aspect fiduciaire, long terme, l'alignement d'intérêts, le fait de proposer une stratégie, c'est-à-dire pas seulement de proposer un actif en disant vraiment à l'image d'un broc, sans jugement de valeur, mais la réalité, c'est que voilà, je te propose un papier, je te donne ses spécificités, tu le prends pas, c'est ta stratégie qui va le déterminer. Il y a un prix à définir ou pas, Le fait de proposer une stratégie me paraissait être un service à plus forte valeur ajoutée et en plus plus aligné avec l'intérêt du client. Et ça réveillait chez toi l'instinct un peu plus commerce quand même. Et ça m'a absolument, ça m'a beaucoup. Le trade plus. Et je me suis dit voilà, ça c'est quelque chose dans lequel on peut développer de la relation de long terme, mais justement de faire du commerce en faisant du bien entre guillemets, tu vois, parce que ce qui va générer ta capacité à faire du commerce dans la durée, c'est de donner un conseil, en tout cas un accompagnement de bonne qualité. C'est le bon côté du mot distribution qu'on n'aime pas trop parce que souvent il va avec grande distribution. Mais dans distribution, il y a cette notion d'accompagnement et de partage. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est une bonne explication. Alors justement, je reviens là-dessus. Je crois qu'on a trouvé 2-3 petites infos. On va voir ce que vous avez mené une enquête. Non. On a une équipe pour ça. On les félicite d'ailleurs. Si tu n'étais pas dans la gestion d'actifs, tu aurais fait quoi ? En vrai ou un rêve de gamin ? Rêve, j'oriente t'orientes la question, rêve de gamin pompier, mais classique. Bon, ça c'est étonnant. Classique. Ouais. Alors c'est assez loin de ce que je fais. Lunettes noires, beau gosse. Écoute, j'aurais eu un peu de boulot, mais j'aurais adoré ça. Ouais. Non, j'aurais adoré ça. Forcément, petit, oui, jusqu'à l'âge de 10 ans, il y avait une caserne de pompiers à côté de la maison, ça me fascinait complètement. Je les entendais sortir tout le temps. Beaucoup de petits garçons. Je te confirme que mon aîné veut être pompier à l'heure actuelle. Ce qui est normal. C'est pas combien de temps ça va durer, mais quelques années a priori. Après, il comprendra que c'est compliqué en vrai, mais... ce sont d'autres sacrifices. Et sinon, plus sérieusement, est-ce que tu t'es posé la question ou vraiment tu es tellement dans ton environnement depuis toujours que tu n'imagines pas avoir fait autre chose ? Écoute, honnêtement, j'étais dans une orientation où dès l'âge de 15 ans à peu près, en haut, donc la fin du collège, je savais que je voulais faire une école de commerce. D'accord, donc J'étais plutôt attiré par des métiers de la finance conceptuellement, tu sais pas à quoi ça ressemble, tu sais pas ce que c'est, mais conceptuellement ça m'intéressait. Et ensuite, assez rapidement, j'ai été vers la finance et j'ai trouvé ma voie, puisque tu vois, les rencontres dont je te parle et le stage, en réalité, à 21, 22 ans, je me suis dit, ok, c'est là-dedans que je veux chercher. J'ai cherché, j'ai trouvé mon premier stage et c'est parti comme ça. Donc, j'ai pas eu d'hésitation concrète. Après, oui, dans les métiers passion, tu vois, si effectivement, moi, je suis un passionné d'histoire. Et donc, effectivement, tu vois, écrire... Alors, je ne sais pas si j'en ai le talent, mais en tout cas, étudier et partager le savoir, être professeur d'histoire, oui, c'est un métier conceptuellement, ça m'aurait beaucoup plu. Une période en particulier ou... Non, assez généraliste. Après, tu vois, tu as des période. Tu fais comme moi, tu regardes des trucs improbables à la télé de temps en temps. Ça m'arrive régulièrement. Que les gens ne comprennent pas. J'ai beaucoup lu. Gamin, j'ai beaucoup lu. Mais c'est bien ça. Ça c'est bien. Alors ce qui est terrible, c'est ce qui t'en reste. Mais ça, c'est affreux. Mais au moins, on a lu. On parlait tout à l'heure des générations qui arrivent. Ça va être plus compliqué maintenant. Avec les écrans, ils lisent pas de la même façon. C'est ça. Ils n'apprennent pas de la même façon. Exactement. Alors, tu parlais de tes deux copains qui chacun était dans un poste particulier. Est-ce que tu penses dans ta carrière, alors je pense peut-être après, à ce moment où tu es rentré dans le... J'allais dire dans le typhon, mais non. Dans le bon vent, on va dire, voilà. Une personne qui a marqué ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu pourrais en citer une ou deux, des gens, tu leur dois pas tout, mais des gens vraiment qui t'ont marqué par intelligence, leur sympathie, leur énergie, j'en sais rien. Qui m'ont marqué mes deux premiers patrons, Stéphane Toulieu, Didier Le Ménestrel, évidemment. Financière d'Échiquier, pour ceux qui... Pour la financière de Chiquier, absolument. Premier job, là. Donc. C'est mon premier job, ce sont mes premiers pas. Donc là, c'est commercial. Alors, CGP, assistant commercial dans un premier temps. Donc là, autant dire que tu fais tout. Tu passes beaucoup de temps à relier des presse. Oui, c'est ça. Voilà. Mais tu les fais également. Et à la fin, tu y vas quand même. Tu prends le TGV, tu prends l'avion. Exactement. Et là, c'était retail, CGP.
Alors, en fait, il y avait une grosse empreinte, mais lorsque je suis arrivé, c'était encore beaucoup moins organisé. Il faut bien avoir conscience que tu es au milieu des années 2000. Ouais. L'industrie est beaucoup moins organisée. Alors, évidemment, Financière de l'Échiquier, c'est une petite entreprise à l'époque. Ça gère un peu plus d'1 milliard. Et donc, en fait, il y a peu de personnes dans l'équipe commerciale et tout le monde est assez généraliste. Il y avait un vendeur instit. Et les autres, on était 4, on se partageait le reste du monde. Et donc, tout le monde 25 ans. Donc, franchement, la moyenne d'âge était très jeune. C'était entre 25 et 30. Et globalement, chacun avait un portefeuille CGP au début. Et puis quelques gros clients, donc plutôt de gros distributeurs et quelques instits. Et chacun avait un pays. Ouais. Et donc là... Donc à ce moment-là, j'ai eu l'Espagne. Ouais. Ah, tu parles espagnol couramment, évidemment. Si, de verdad. Sí, claro que sí. Tirer una cerveza, par favor, bien sûr. Hola, Madrid. Donc Stéphane et Didier, pour leur personnalité, leur énergie, l'aventure, tout simplement. Pour l'aventure qu'ils m'ont permis, pour tout ce qu'ils m'ont appris, l'un et l'autre, de manière très différente. Didier de manière plus lointaine et de plus en plus proche. Stéphane, c'était mon manager du quotidien. Et en fait, c'est quelqu'un qui peut être très dur, qui est extrêmement créatif, qui est brillant, qui est très très brillant, qui a beaucoup d'idées et qui m'a donné vraiment le goût de la discipline et aussi la sensation, vraiment la vision que justement le métier de commercial, quel qu'il soit, mais en particulier dans la gestion d'actifs, j'en suis convaincu, c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, paradoxalement, et en fait c'est un métier méthodique exercé par des gens souriants et sympathiques, si tu veux que ça fonctionne. Mais la réalité, c'est qu'il faut que ça soit très processé et très méthodique. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et ce côté, cette dimension militaire, systématique, très organisé que pouvait avoir, à la fois bouillonnant, mais très organisé qu'il pouvait avoir, ça m'a beaucoup appris, il m'a donné de très bons réflexes dans le métier. Et Didier, par sa vista, son charisme, le modèle qu'il a réussi à mobiliser, la personnalité. Voilà. Pas toujours simple non plus à suivre. Pas toujours simple. Mais c'est des moteurs. C'est des pas toujours simple, mais ultra attachant, inspirant. Bien sûr. Donc ça apprend énormément de choses. Non, puis c'est très intéressant que tu rappelles que c'était pas la même Financière de l'Échiquier. Voilà. C'était une boîte qui grandissait, qui était déjà un peu en place, 1 milliard quand même. Et tu as vécu quand même des premières années. Donc, tu as été quand même en contact direct avec les fondateurs, avec les personnalités de ces boîtes de gestion, ce qui n'est pas toujours le cas. C'était le début, c'était l'hypercroissance. Mais l'hypercroissance d'un moment qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que à l'époque, les gens connaissaient Agressor, pour ceux qui s'en souviennent. Mais donc, c'était le début de la notoriété, mais plus rarement le nom qui était derrière. C'est Financière de quoi Agressor. C'était ça. On faisait beaucoup le fond était plus moteur que la société de gestion. Exactement. Donc, on faisait du dur. Non, mais par rapport à ce que tu disais sur JP Morgan, évidemment, c'était 2 mondes. Il y en avait un qui était en ultra croissance, l'autre où finalement tu étais un parmi d'autres. Donc c'est bien aussi. Parce que les process américains sont hyper intéressants. Mais c'est pas du tout la même. T'en tires pas la même expérience, j'imagine. Ah bien sûr que non. En revanche, j'ai eu l'opportunité, l'expérience JP, ce qui était absolument dingue, c'est l'opportunité de pouvoir créer une équipe sur un segment qui était quasi vierge et sur lequel on a connu une très belle croissance. Parce que en fait, la franchise est éminemment connue. Mais là aussi, ça paraît loin maintenant. Mais au moment où je rejoins JP Morgan Asset Management, en fait, notre franchise d'asset management auprès des tiers distributeurs et essentiellement des CGP, en France, n'a pas de notoriété sur ce métier. Tu te rappelles, c'est principalement là qu'on s'est connus avec ton équipe. Nous, on avait l'image en tant que CGP d'une banque américaine, pas du tout qui avait des services financiers adaptés finalement à nos problématiques franco-françaises. Bien sûr. Et vous avez fait ce que vous avez pu, et vous l'avez très bien fait d'ailleurs pendant des années. C'était marrant cette transition. Et c'est génial de pouvoir partir avec une marque et une si grosse équipe, un si gros dispositif, mais de partir pratiquement d'une feuille blanche. En tout cas avec beaucoup de marge de manœuvre, et on s'est beaucoup amusé. J'ai l'impression que, alors amuser, ça veut dire qu'ils ont bossé quand même, mais c'est vrai que tu t'es bien non, c'est pas incompatible. Non, mais je suis assez d'accord. C'est pas toi que je vais dire ça. C'est pas toi que tu vas dire ça. Justement, Stéphane, je rebondis, je saute une petite question, mais est-ce que tu as un talent caché ? Je suis sérieux là. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc qui a été révélé, justement ? Là, je parle un peu pro, c'est des questions perso, mais est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un truc que tu savais faire, la fédération, la compréhension d'un truc, l'instinct ? Est-ce que tu t'es découvert quelque chose comme ça, que tu n'imaginais pas, toujours pareil, le Stéphane de 20 ans ? Alors, c'est vrai que le Stéphane de 20 ans, il n'aurait peut-être pas imaginé avoir, disons, des facultés de présentation en public. Devant 50 ou 100 personnes, de cette nature-là, en tout cas apprécié, valorisé comme tel. Ça, oui, je ne l'aurais pas nécessairement imaginé. Et puis, non... Et que tu allais aimer ça ?
Et que j'allais y prendre plaisir, Ouais, c'est vrai. ouais. C'est parce que, à la base, alors ça fait marrer tout le monde, mais à la base, je suis un grand timide. Ouais. Et Ce qui n'est pas très évident pour les gens qui te connaissent. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me fais Je vois très bien de traditionnellement quoi tu parles. charrier. Je vois très bien de quoi tu mais parles. pour autant, Ouais. c'est vrai. Ouais. C'est toujours. Alors après, je pense que ça l'est pour tout le monde, tout à chacun. Il faut sortir de sa coquille avant de s'exprimer. Mais c'est vrai que ça a toujours été un effort. Et évidemment, ça, je l'aurais pas nécessairement imaginé. Bah, évidemment. Mais c'est bien, tant mieux. Donc, Ouais. tu vois, on se révèle finalement dans nos métiers. Ouais, et ça fait évoluer ta personnalité aussi. Sans réfléchir, Stéphane, une question perso. Ton média financier préféré? Ma veste. Alors. Ah, très bien. Non, alors, plus sérieusement, j'ai deux dernières questions, ou trois, mais je vais te poser celle-là quand même. Ton objectif sportif idéal à réaliser, tu me vois venir? Trail, Ironman, on sait que tu es coureur, je me trompe pas? Absolument. Alors, j'essaye, mais bon, Avec ton passant ma vie au resto, ouais. c'est nécessaire. Oui. Mais c'est vrai qu'on finit par y prendre goût. Alors, le dernier challenge dans lequel j'ai été au bout, c'était un petit triathlon. J'ai fait le triathlon de Deauville. Là, le prochain objectif, ça serait de faire un trail. Je t'avoue m'être inscrit à celui de Paris au mois de mars. C'est combien de kilomètres ça, de Paris? Il faisait une quarantaine de kilomètres. Finalement, j'y suis pas allé. Parce t'as que pas fait du tout? Je l'ai pas. Non, je l'ai pas fait. Je pensais que tu allais me dire que tu avais eu petite blessure. Avant. Donc pour la préparation, très anticipée, quelques semaines avant. Donc la prochaine fois, ça serait de faire au moins, oui, forcément, il va falloir que je cours un marathon. Depuis le temps que je cours, je vais être obligé de courir un marathon. J'ai une petite pression familiale sur le sujet du reste. J'imagine, parce qu'il paraît que ça prend beaucoup de temps aussi quand même. Ouais, absolument. Ça, plus ça. Petite question, à la fin d'une journée un peu longue, il est en vie, sans doute, comment tu te décompresses? Sachant qu'il y a 2 enfants de 2 et 4 ans. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça ne commence pas par une décompression, sauf si je rentre quand ils sont déjà couchés. Oui, voilà. Mais ça, c'est dommage parce que tu les vois pas. J'essaye d'éviter. J'essaye traditionnellement quand même, ne serait-ce que de pouvoir passer au frein à main et au moins les voir un petit peu, passer un petit peu de temps avec eux. Et à défaut d'être de la décompression, c'est d'oxygène. Ouais. Oui, ça te sort complètement le cerveau. C'est ça, un peu décompressé, c'est passer à autre chose. Quoi. Donc oui, tu restes extrêmement actif. Non, tu n'es pas maître de l'agenda, puisque très clairement, c'est pas toi le patron à la maison. Hein. Mais en revanche, ce sont des moments magiques. Et c'est toujours magique, même quand c'est pénible. C'est toujours magique. Ouais, évidemment. Et puis ça passe vite. Et ça passe incroyablement vite. Ouais. Dernière question de sa première mini-séquence. Très rapidement, c'est à la fois du pro et du perso. Ta conviction de marché en ce moment, celle qui est la plus forte, ce serait quoi? Si tu devais me répondre comme ça spontanément sans trop réfléchir. Ma conviction de marché la plus forte, c'est que là, il va falloir commencer à s'outiller sur des gestions, sur des formes de performance un peu décorrélées des marchés. Okay. On peut pas, si tu veux, je pense que ça me paraît difficile d'imaginer que, ne serait-ce que d'un point de vue purement statistique et cynique. C'est-à-dire, justement, tu me demandes de pas réfléchir, tant mieux, c'est ce que je fais de mieux. Et en fait, d'un point de vue statistique, c'est totalement improbable que les marchés montent indéfiniment. Ne fassent que monter de manière relativement lisse, y compris cette année, dans des moments de rupture. Donc, je dis pas que c'est pour la semaine prochaine, mais je dis que réfléchir à des sources alternatives de performance, pas forcément directement liées à la direction des marchés, c'est pas forcément une mauvaise idée. Très bien, ce qui va nous aider pour la suite de notre déroulé. Merci pour cette première mini-séquence. On va passer à l'actualité. Alors d'abord, moi, il y a un sujet qui est important. Là, on reçoit dans Track Record pour la première fois un directeur dans la gestion d'actifs. Donc gestion évidemment active. Et tu sais qu'il y a toujours ce très grand débat. On l'a vu sur tout ce qui était obligataire. Le sujet, je pense, est un peu clos ces derniers mois. Très clairement, il valait mieux faire de la gestion active que de la gestion passive. Est-ce que tu penses que mes confrères CGP cèdent trop aujourd'hui aux ETF? Est-ce qu'ils cèdent trop finalement à cet appel, je le dis avec des pincettes, de la simplicité? Alors, je pense pas pour le moment, objectivement. Après, je ne suis pas sûr que ce soit pour les meilleures raisons, pour être totalement transparent, puisque je pense qu'aujourd'hui, si les ETF ne prennent pas plus de parts de marché, ce n'est pas nécessairement pour des caractéristiques propres ou des caractéristiques de performance, mais pour des caractéristiques liées au modèle économique et à la rémunération. Donc, la réponse courte, c'est de dire non, ça ne prend pas beaucoup de place pour le moment chez les CGP. En revanche, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une croyance très forte dans la capacité de la gestion active à surperformer? Je pense qu'elle s'est étiolée, cette croyance de la part des CGP, qui ont connu de très belles années grâce à la gestion active, qui ont été déçus dernièrement parce que ça a été plus compliqué pour tous les éléments qu'on connaît, la concentration de la performance, le fait que précisément, en fait, avec des marchés mécanisés, des gérants actifs essayant de s'écarter des indices, n'arrivent pas à suivre puisque tous les flux vont sur les mêmes titres. Enfin bref, on connaît les phénomènes. C'est bien de les rappeler quand même. Qui ne sont pas
je rappelle toutefois que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Alors, à la fin des années 90, tout le monde voulait des fonds indiciels. Hein. Ouais. C'était pas des ETF, c'était des fonds indiciels, mais enfin, la Ça caractéristique revient au était la même, même. ouais. C'était une séquence de très forte surperformance des valeurs technologiques. Bon, j'espère que ça finira pas pareil, mais le fait est que c'est pas la première fois qu'on connaît ce Je phénomène. te sens positif, je te sens optimiste à mort. Non, mais c'est pas la première fois qu'on connaît ce phénomène Ouais, d'hypertrophie. bien sûr. Et du reste, souvent, quand un gros mouvement de performance est emmené par une surperformance très forte. La performance n'est jamais équipondérée. Donc là, en revanche, aux Cassandres qui annoncent la fin du monde parce qu'il y a une surperformance forte des valeurs technologiques, je répondrai aussi que toute phase de performance est emmenée par un thème, toujours. Ouais, c'est bien sûr. jamais pondéré équitablement. Donc ça, c'est pas forcément un sujet structurel. En revanche, c'est un sujet d'inquiétude et on peut pas se reposer que sur la mécanisation du marché. Donc les ETF, oui, c'est une lame de fond, mais en revanche, je pense qu'on considère trop, et ça c'est la réglementation qui le présente de cette manière-là également, c'est-à-dire qu'on présente le prix et on oublie peut-être trop souvent la qualité-prix. Évidemment. Après, on parle des frais, mais avoir peu de frais sur peu de qualité n'est pas intéressant. Exactement, c'est-à-dire que en fait, tout est un sujet de partage de la valeur. Ouais. Et donc en fait, il faut qu'on ait effectivement un partage équitable de la valeur. En revanche, le fait que ça ne soit pas cher n'est pas une caractéristique qui doit primer tout le reste. Finalement, on revient à la base d'une école de commerce qui est le rapport qualité-prix. Absolument. Finalement, c'est pas ou le prix ou la qualité, c'est Faut le regarder rapport les deux. qualité-prix qui est important. Mm. Ok, justement pareil sur la place de la gestion active que évidemment tu défends, que tu as finalement toujours défendu dans les Toujours. sociétés de gestion dans lesquelles tu as bossé. Au-delà de cette concurrence de gestion passive, parce que moi personnellement je pense que ça ne touche pas forcément les mêmes clients. Non. Il y a des clients qui ont envie d'être tranquilles, bon, tu leur fais un tracker et t'es tranquille. Puis il y en a d'autres qui ont envie aussi de comprendre ce que vous faites et tout ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure. Comment tu abordes cette concurrence des autres classes d'actifs alors j'aime pas le terme, pardon, j'en ai pas d'autres, qui sont à la mode, qui font le consensus, c'est Voilà. le mot qu'on utilise, qui font le consensus dans la profession, comme par exemple les produits structurés Ah oui, j'avais ou pas en le tête. private equity, je les cite comme ça. Voilà. D'accord. Comment tu vois ça? Comment tu te positionnes toi? Comment va se positionner ton nouvel employeur? Alors, le private equity, c'est un sujet un petit peu différent de mon point de vue, dans la mesure où tu peux y apporter en fait les mêmes ingrédients, les mêmes recettes et la réalité, c'est que les approches de gestion sont assez similaires à ce que tu fais sur le côté et ce qu'on propose sur le côté. Tu as une grille de lecture, une Les stratégie. contraintes ne sont pas les mêmes une entre côté et orientation. nos côtés. Mais Voilà, les contraintes ne sont pas les mêmes. Mais Donc, finalement, mais l'approche est à peu près la Ouais, même. ouais. Voilà, c'est une typologie différente, tout comme c'est Les pas- entreprises sont les mêmes, c'est juste c'est pas elles identique sont pas d'avoir aussi une matures les obligue unes que les autres, quoi. ou une obligue côté, une obligue non côté. C'est pas voilà. Donc tu as Ouais, des bien différences, mais l'approche est à peu près la même. En revanche, effectivement, les produits structurés par rapport à l'univers de la gestion d'actifs, c'est une concurrence qui est extrêmement compliquée pour plusieurs raisons. Les vertus, on les connaît. D'ailleurs, tu parlais de simplicité. Effectivement, traditionnellement, tout ce qui se vend bien est simple à vendre, Ouais. quand même. Ça ne Évidemment. veut pas dire que le produit est simple, Ouais. mais c'est simple à vendre. Il y a une promesse, il y a un niveau de rendement, il y a une échéance. Ouais. L'échéance, c'est très rassurant pour un client, Évidemment. c'est logique. D'ailleurs, ça a bien fonctionné pour les obligations et les fonds à échéance également. Donc, l'échéance, c'est un élément important. Et c'est vrai que vendre du temps long, c'est toujours compliqué. Ça, c'est vrai que c'est un peu la complexité de notre métier. Mais c'est vrai que on se bat pas avec les mêmes armes et c'est toujours surprenant de constater que on peut pratiquer des niveaux de rémunération extrêmement hétérogènes en fonction de la nature de l'actif que l'on propose. C'est très bien parce qu'il est arrivé là où je voulais l'emmener et il le dit avec un sourire radieux, ce qui est très bien parce que je sais que les sociétés de gestion actives entre guillemets ont cette inquiétude et en tout cas ce questionnement de savoir pourquoi des contraintes chez certains. Oui. Bon. Mais la CPR n'a Alors, pas. je vais rien dire parce que je reste conseiller en gestion de patrimoine quand même. Donc bon. Alors j'avais une petite question sur toutes les directives et value for money en particulier, Oui. mais globalement. Alors c'est tout frais parce que je crois que tu as rejoint Lombardier et on va en parler juste après le 20 juin dernier si je ne m'abuse. Tu avais pas- le 16. Le 16 juin, bon, il y a T'étais grosso modo bien, t'étais un bien. gros mois, Il y a quoi. un mois. Voilà, bon. Là, on est sur une boîte un peu différente dans son approche que Natixis, qui était ton ancien employeur, ou les Américains, ou la finance à l'échiquier. Comment tu abordes, toi, ça, j'ai besoin de ta vision à toi des 20 dernières années de carrière, toute cette évolution, en fait, de la conformité. Je vais élargir ma question. Comment tu D'accord. les as vécues, toutes ces étapes? MIF 2, DDA, maintenant Value for Money. Est-ce que c'est un poids pour toi dans ton métier? Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu ressens? C'est malheureusement plutôt un poids. Ça devrait. Non, mais Ça, c'est clair. Non, mais ça devrait être un élément de clarté. Et tu vois, l'énoncé de ta question nous rappelle
que ça n'en est pas un, précisément parce qu'il y a une superposition de couches et un millefeuille absolument terrible entre les réglementations locales, la réglementation européenne, les différents régimes de réglementation qui ne s'appliquent pas aux mêmes enveloppes, aux mêmes actifs. Selon l'enveloppe, ne s'applique pas la même règle. Je ne t'apprends rien, mais néanmoins, c'est quand même une absurdité dans le principe. Donc c'est vrai que on voit bien que le fait de devoir le profiler, alors c'est dû à des excès, c'est pas sans raison. L'origine de tout ça n'est pas sans raison. Et comme souvent, il est de coutume que le balancier s'arrête rarement au milieu du premier coup. Donc, d'un excès, on est sans doute passé à un autre. Donc il y a une hypertrophie quand même et un millefeuille réglementaire qui est difficile à vivre pour tout le monde, qui amène, je pense, quand même un effet pervers assez clair, qui finit comme souvent sur l'investisseur particulier. Et d'ailleurs, c'est l'objet de quelques mots qu'on a échangés tous les deux avant cette séquence, c'est que le seuil d'accès au conseil pour le client particulier est rehaussé. Ouais, il devient de plus en plus compliqué d'avoir accès à un bon conseil de ce fait-là. Un client qui pouvait être rentable et géré par un conseiller en gestion de patrimoine il y a quelques années, maintenant le seuil s'est relevé. Pareil pour les institutions bancaires. Malgré la digitalisation qui, à un moment donné, les outils, pouvait être de vraies solutions dans l'intérêt des clients. Absolument. Donc voilà, c'est un peu la limite de l'exercice. Et c'est dommage. Donc c'est un effet pervers, on est d'accord. C'est un effet pervers. Alors que ça va dans le sens du client et en fait, au final, l'effet pervers, c'est que ça va exclure des gens de ce conseil-là. Une partie des clients. Et là, pour le coup, toi qui es en contact avec les clients particuliers plus que moi, je pense que tu confirmeras que en termes de clarté, le compte n'y est pas. Voilà, parce que, en fait, on pourrait regretter un format simplifié. Il y a eu des tentatives, le DC, le KIT, c'est une tentative de format simplifié, mais il faudrait pratiquement le traduire en français. C'est mieux sur ces documents courts, où le client comprend un petit peu mieux. Après, voilà, c'est vrai que l'ensemble de la documentation qu'on doit fournir, est-ce que c'est pour la bonne information du client ou est-ce que c'est pour la protection du distributeur ? Je pense fondamentalement que c'est pour la protection de tout le monde. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde le lise, si je traduis. Non, je ne pense pas non plus. Mais c'est parce que ça devient trop lourd. Les clients, mais même quand tu le proposes aux clients, je pense à toute l'économie verte, la finance verte, qui sont les dernières nouveautés que nous avons dû impliquer. Je pense que tu connais un peu le sujet. Évidemment, le client, c'est pas son problème numéro 1, quoi. Il a déjà besoin de comprendre tout ce qu'il y a avant, donc c'est pas très simple. Justement, la directive Value for Money, en 2 mots, on parlait de qualité-prix. On est quand même en plein dedans, en vrai. Philosophiquement, en vrai, Stéphane, c'est quand même pas idiot de rappeler ça quand même. Complètement. Non, mais complètement. Et à un moment donné, il faut savoir pourquoi on paye. Et là, non, mais alors pour le coup, la genèse de Value for Money, là aussi, elle est due à un excès sur les rémunérations du secteur et elle est très fondée. Enfin, l'idée de base, elle est extrêmement légitime. Malheureusement, comme souvent, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions et donc dans la mise en place, il y a des effets de bord qui font que ça peut être très compliqué. Et ça amène aussi, il y a un élément, c'est que c'est l'euthanasie du système de rétrocession. Par itération successive, comme c'est un écart à la moyenne, dès lors qu'on supprime les excès positifs, la moyenne baisse et donc du coup on crée de nouveaux écarts à la moyenne qui baissent de nouveau. Et bon, voilà, on connaît la fin de l'histoire. Et c'est une directive européenne qui rajoute quand même, qui saupoudre au bonheur de tout ça, qui doit être ratifié par un parlement local, donc automatiquement ça va pas être simple. Donc voilà, dans la mise en place, ça crée quelques complexités, mais le sens est très bon parce que c'est vrai que en soi, on vient souvent sur certains segments de rémunération qui sont excessives. Et surtout, aujourd'hui, les taux ont remonté. Donc, pour beaucoup de produits, notamment les profils les plus prudents ou les plus équilibrés, on est revenu dans une zone d'équilibre beaucoup plus raisonnable. Quand on pense à la performance passée et à la performance embarquée du régime de taux précédent, où on était dans un régime de taux zéro, avec des performances sur les solutions défensives extrêmement faibles, il y avait un vrai sujet de partage de la valeur, entre le client et le distributeur. Et là, il y avait un vrai problème. C'est à ce moment-là qu'est née cette réglementation et elle se met en place dans un moment où c'est un petit peu moins légitime et où les niveaux sont un petit peu différents. Le gâteau est moins large, moins copieux. Après, charge à nous de démontrer qu'on apporte de la valeur. Donc dans mes sujets d'actu, j'avais cette question que je t'ai posée quand tu es arrivé tout à l'heure avant qu'on ne commence cette séquence, qui était finalement où est-ce que tu conseillerais et où est-ce que tu vas conseiller à mes confrères de positionner leur activité de CGP ? Tu y as un peu répondu. Ça va être de plus en plus difficile aujourd'hui de faire ce qu'on appelle grosso modo du retail, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, qui aurait droit normalement à un conseil qu'on essayait de leur donner depuis des années. Absolument. Là, on tend de plus en plus vers la gestion privée, quelque part. Plutôt des clients un peu... Voilà, CSP++. C'est l'évolution naturelle du métier que je constate. Ce qui pour toi finalement n'est pas une mauvaise chose. Non, pas nécessairement. Encore que, il ne faut pas que ça soit déconnecté de la réalité. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que
on voit bien que c'est le mouvement naturel. Quand je parle à tes confrères, le niveau moyen des clients a considérablement augmenté ces dernières années, surtout du nouveau client. Ouais. Le nouveau client. Mais ce qui est triste, parce que ça veut dire que c'est pas que les clients s'enrichissent, c'est qu'en fait on exclut de plus en plus non, il y a de une population de potentiels plus en plus clients. restreinte. Ouais. Alors, il y a une forme de bonne nouvelle pour la profession, là, pas forcément pour les investisseurs particuliers, mais pour la profession, je pense qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que en fait, ces seuils, ils sont relevés pour tout le monde. Ouais. Et donc, c'est la même chose pour les banques. Ouais. Les banques et les banques privées, les autres institutions ont elles aussi relevé leur seuil parce que leurs coûts ont augmenté. Ouais. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les CGP parce que ça veut dire que ce niveau de déshérence, en fait, ayant monté, ça veut dire qu'il y a, entre guillemets, une zone de chalandise moins couverte et un terrain de jeu toujours. pour les CGP. Ouais. Le décalage, les CGP montent leur ticket moyen, mais les banques privées aussi. Donc il y aura toujours Donc, il y a un part de espace marché à qu'on prendre. pourrait situer quelque part entre 500K et 1,5 million. Qui avant était peut-être plutôt entre 100 et 500. Exactement. Là, c'est un territoire de jeu naturel pour les CGP. Le problème, c'est qu'en dessous, les banques sont moins compétitives. En dessous, ça revient aux banques de détail. Et là, il n'y a plus personne. C'est un peu plus compliqué pour l'investisseur. Pour les clients en dessous, ça devient plus compliqué. Ouais. Bon, merci Stéphane d'avoir partagé un peu ton avis sur l'actu. On va passer à une deuxième mini-séquence. On retourne la roue. La roue revient ? Allez, on retourne la roue. Stéphane, je te laisse tourner la roue. Deuxième tour de roue. Allez, on essaie de pas tirer le bleu. Allez, vas-y. Je vais faire de mon mieux. Voilà. Le vert. Alors, le vert. Ah, le pitch lombardier. Oh, ça tombe bien ça. Très bien. Alors justement, est-ce que tu peux pour commencer, nous pitcher la maison lombardier IM, si je ne me trompe pas, en une minute. Alors, c'est une maison, en fait, qui a un ancrage d'antériorité absolument incroyable. Hein. C'est une maison qui va avoir 230 ans l'an prochain. Alors, je sais, on ne les fait pas. Mais qui, donc, du coup, à la fois accorde de la valeur à la tradition, mais qui est donc ancrée dans la tradition, mais avec une force d'innovation qui est absolument considérable. Et une maison qui est ancrée dans la recherche. C'est-à-dire que cette innovation, elle est nourrie de recherche académique. Et je trouve que ce qui fait une grande force de la gestion d'actifs chez Lombardier, c'est précisément d'avoir su investir dans sa recherche pour proposer des stratégies innovantes et qu'elles soient vraiment en lien avec des problématiques d'investissement et clients. Donc, à la fois, justement, de la valeur dans la recherche, le temps long, hein, le fait que cette maison soit un partnership indépendant, qui propose un alignement d'intérêts à ses clients, ça propose justement cette longueur de temps qui permet d'investir de manière substantielle dans des capacités de gestion, de ne pas avoir véritablement à rendre de compte à des actionnaires au trimestre et donc du coup de pouvoir proposer de très forte valeur ajoutée pour le client, avoir une maison qui est centrée sur le client. Est-ce que ça aujourd'hui, je rebondis sur une question, sur qu'est-ce que les clients viennent chercher chez vous en particulier ? Toi, bon, c'est récent, mais tu as évidemment étudié cette maison de gestion avant de les rejoindre. Ça va être ton rôle ? Tu penses que c'est déjà, ils ont bien compris cette valeur ajoutée de Lombardier, ou justement, tu vas être là pour impulser encore plus ce savoir-faire, cette spécificité ? En tout cas, je suis là pour le diffuser le plus possible. Ouais. Et pour faire en sorte que justement ces compétences, elles soient identifiées, parce qu'elles sont nombreuses et ce sont des compétences différenciantes. C'est-à-dire que ce modèle, je dirais, pour utiliser ce qui pourrait être une punchline bon marché, mais que je trouve vraiment réel, c'est qu'en fait, la maison est corps en satellite. C'est-à-dire qu'on a vraiment des offres qui sont différenciantes et qui peuvent proposer de la valeur. Et je pense que c'est justement sur ce terrain de chasse, sur ce terrain de jeu qu'il faut se positionner en tant que maison active. Okay. Parce que la bataille d'arrière-garde sur les gestions corps va être compliquée pour les gérants actifs. Donc là où on doit se démarquer, c'est justement sur ce qui va faire le petit plus dans l'allocation des clients, ce qui va faire justement ce supplément d'âme, que ce soit en gestion du risque. Et donc, il y a une vraie belle culture de la gestion du risque avec des clients, avec des gestions, que ce soit en multi-actifs, que ce soit également sur des classes d'actifs purs, où justement, il y a cette approche par les risques assez quantitative. Et également, justement, cette culture de la sélection de titres, plus fondamentale, plus traditionnelle. Mais c'est vraiment la conciliation des deux qui fait cette valeur. Donc là, on a beaucoup d'expertise à proposer sur de l'oblique, sur du non-coté, sur des actions. Alors, j'avais une question rapide. Les 3 expertises phares, selon toi, chez Lombardier IM ? Alors 3, ça m'oblige à faire beaucoup de choix, donc on va forcément m'en vouloir. Pas 3, quoi. Mais beaucoup plus. Je vais t'en donner 3. Pour pitcher, en fait. Non, mais attends, c'est l'exercice. Donc la première, je dirais, on va commencer par les obligations. Les obligations, c'est un thème d'actualité. On est quand même dans une phase, on sort de 3 années de belles collectes et performances sur ce thème. Donc là, l'idée, c'est de trouver une proposition de valeur, de mon point de vue, entre l'investment grade, qui a eu de beaux jours, mais qui aujourd'hui ne paye plus tellement. Et c'est vrai que dans un contexte où le fonds euro est assez compétitif, compliqué de proposer de la valeur en investment grade. De l'autre côté, le haut rendement, aujourd'hui, offre des rendements en valeur absolue qui sont de bonne qualité,
En revanche, les primes de risque sont assez étroites au moment où le cycle est un peu plus balbutiant. Ouais. Donc, notre idée, c'est de proposer quelque chose qui soit un petit peu intercalaire, que je qualifierais de high yield bien élevé, avec une stratégie sur Fallen Angels. Donc, du high yield bien élevé, du futur Netflix, quoi. Parce qu'on oublie que Netflix a été du high yield à l'époque. Et le Fallen Angel, je ne sais pas si tu es familier avec le thème, mais typiquement, c'est d'aller investir sur des entreprises qui étaient investment grade et qui sont décotés, qui sont downgradés par les agences. D'accord. Et là, ça déclenche des ventes forcées, puisque beaucoup de porteurs qui sont institutionnels ou des fonds pour leur ratio réglementaire sont obligés de vendre. Ça ne rentre plus dans leur spectre. Donc, on a des primes de risque qui s'écartent fortement. Il y a un trou d'air en termes de liquidité. C'est le moment qu'on essaye de choisir pour investir sur ces titres. Et là, le but, c'est justement d'aller chercher ce recovery, parce que la recherche académique montre que justement, dans les 12 à 18 mois qui suivent ce downgrade, s'il n'y a pas de nouvelle baisse de la notation, en fait, il y a un retour à la moyenne qui est assez fort en effet prix. Donc, c'est moins de rendement, mais il y a une performance totale qui est assez attractive avec une note moyenne qui est meilleure que du high yield. Donc, c'est un segment qui nous paraît intéressant pour jouer la poursuite de la baisse de taux cette dernière phase. Okay. Donc, ça, c'est pour la partie obligataire. Mais c'est intéressant. Sur la partie action, eh bien, on a une expertise qui est très forte sur les grandes marques, qui s'appelle World Brands. Donc là, c'est de la croissance, qualité, internationale, un prisme assez US, comme beaucoup de valeurs internationales, mais pas que. On est vraiment sur une... Pas full techno, j'imagine. Pas full techno, il y en a, mais pas que. Pas non plus, mais pas que. Mais c'est effectivement, comme sur beaucoup de marques, on peut penser, l'exemple emblématique pour cette année 2025, c'est LVMH. Voilà, il y a des segments très j'allais dire Hermès, mais bon, LVMH, qui ont souffert. Et donc, là, on est, je trouve, justement dans un moment intéressant pour cette stratégie qui est extrêmement solide sur longue période, qui propose d'extrêmement bons classements dans sa catégorie action internationale sur 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, c'est extrêmement robuste, mais avec un petit trou d'air. Donc, c'est plutôt un moment intéressant pour se poser la question, justement, de ces valeurs très identifiées, ce style qualité qui n'a pas très bien fonctionné dernièrement et sur lequel, justement, en termes d'allocation corps stratégique pour des CGP et pour leurs clients, c'est une belle exposition, un bel angle pour les valeurs internationales. LVMH plutôt que Hermès, parce que LVMH était dans un petit trou d'air. Voilà, exactement. Et alors le troisième, ça va être de la gestion alternative liquide. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Se préparer en fait au coup d'après, si je puis dire, dans un monde où si on extrapole. Allez, si ça se passe correctement et qu'on n'a pas de trou d'air, les taux pourraient continuer à baisser. Et là, en termes de rendement, ça va devenir compliqué. Il va falloir trouver autre chose, et en particulier quelque chose qui ne réagit pas nécessairement directement au cycle économique et au marché financier. Donc là, on a une approche qui est basée sur la donnée. Donc, c'est un fonds long short qui s'appelle Data Edge. Et ce fonds Data Edge, eh bien, en l'occurrence, cette stratégie, elle intervient sur... en fait, elle essaye de capter les écarts entre le consensus analyste et ce que vont nous donner les données à haute fréquence. Donner un exemple, imaginons qu'on parle d'une valeur automobile. On va regarder ce qu'estime le marché en termes de vente pour le trimestre sur cette valeur automobile. Et puis, en intercalaire, à mesure que le trimestre avance, on va regarder quelles sont les nouvelles immatriculations, on va regarder quelles sont les polices d'assurance. Tous ces proxys qui vont nous permettre de se dire, sur cette typologie d'automobile, ils sont en avance, ils sont en retard, et en fonction, prendre une position acheteuse ou vendeuse. Et au total, d'être market neutre. Donc, pas d'expo géographique, pas d'expo sectorielle, et en revanche, que des paris actifs au sein des mêmes secteurs en fonction de la data. Et bien ça, en fait, c'est une stratégie qui a généré pas mal de valeurs décorrélées, et donc ça, on pourrait le proposer au CGP. C'est un bon angle de diversification. Question toute bête pour finir cette mini-séquence. Spontanée, c'est pour se marrer. Si Lombard Odier devait être une voiture, tu la qualifierais sans réfléchir comme quel type de voiture? Tu peux donner une marque. Si c'est une voiture... Lombard Odier, c'est une limousine. C'est feutré, c'est confortable, c'est efficace, c'est ancré dans l'historique. Donc voilà, ça reste une limousine, c'est pas un SUV, mais en revanche, avec toute la modernité qu'on peut imaginer. Une Rolls-Royce, quoi. On a compris. Oui, Bentley. On a compris. Exactement. Allez, merci Stéphane pour cette mini-séquence. On va faire un petit focus sur ton activité quand même, parce que moi, ça m'intéresse. Ça fait un peu plus d'un mois, comme on l'a dit, ta prise de fonction. Comment s'est passée ton arrivée? Parle-nous un peu de cette transition entre tes deux jobs, ces deux mondes, ces deux équipes. Écoute, c'est un dispositif qui est très différent parce que en fait, chez Natixis IM, j'étais au siège. Donc là, on le rappelle, Natixis, ça faisait 2 ans. 2 ans. Okay. J'ai passé 2 ans chez Natixis et je quitte une équipe qui était extraordinaire, qui était assez nombreuse pour le coup. Il y a plusieurs marques aussi. Il y avait plusieurs marques à animer, plusieurs segments. Donc, et puis voilà, c'est une très grosse structure donc pour laquelle la France est corps.
Et là, le dispositif est assez différent puisqu'on est loin du siège. Le siège est à Genève. Les centres de gestion ne sont pas sur site. Donc, je reviens dans un dispositif qui est plus proche de celui que j'ai connu en réalité chez JP Morgan Asset Management, avec une taille d'équipe aussi. Adresse aussi prestigieuse que JP Morgan ou pas? Elle est royale, c'est rue Royale. Ah, c'est rue Royale. Ah oui, c'est bien aussi. Monsieur a toujours des adresses compliquées quand même. Hein. On essaye de travailler dans les quartiers où sont nos clients, tout simplement. À la proximité client, c'est important. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ce dispositif, je le connaissais, et là, il faut bien sûr se familiariser à de nouvelles approches, mais en tout cas, tout ça m'a semblé relativement familier. Un prisme très international, ça c'est très intéressant. Hein. Justement, cette identité suisse qui donne la part belle à l'ouverture. En fait, c'est très intéressant culturellement, l'ouverture naturelle vers l'international des entreprises suisses en règle générale, de Lombardier Investment Manager en particulier. J'étais vraiment peut-être un marché local qui est moins large, peut-être, qui les a obligés historiquement. Alors, je pense que c'est plus culturel parce que pour la gestion d'actifs et pour la banque privée, le marché suisse est considérable. C'est idiot ce que je viens de dire. Mais en revanche, c'est vrai que c'est plus une approche globale qui fait qu'ils sont très très ouverts, d'où la plateforme de gestion très internationale qui, objectivement, n'a rien à envier à des acteurs de bien plus grande taille. Hein. Il y a vraiment un dispositif de grande qualité et une intensité internationale qui est de très très bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment ce qui saute aux yeux, la qualité des individus, des équipes en règle générale, hein, et l'état d'esprit. Et ça pour le coup, ce n'est pas une légende, c'est-à-dire que la cordialité, ça fait partie des valeurs qu'on va retrouver et qui sont extrêmement sensibles. C'est vrai que les gens sont charmants, ça paraît bête à dire, mais c'est extrêmement agréable. Y compris dans les réunions un peu tendues, ça reste toujours très cordial, très professionnel, très agréable. Exactement. Donc c'est vrai que c'est important, cette tempérance, cette bienveillance, alors c'est un mot qui est un peu galvaudé, je l'aime pas beaucoup, mais qui est assez adapté en l'occurrence, c'est vrai que c'est quelque chose qui dénote et qui est extrêmement agréable à vivre. Donc voilà, et comme des premiers moments, forcément c'est extrêmement enthousiasmant. Et puis également parfois des moments où on perd pied parce qu'on réapprend tout. On connaît, mais on est dans un nouvel environnement, donc c'est très très stimulant. Ouais. Il y a une sensation de challenge pour toi dans ce poste où tu t'es senti tout de suite à la hauteur. Bien sûr, c'est un challenge. De toute façon, je pense que c'est toujours un challenge, une prise de fonction. Et d'ailleurs, plus loin que ça, je pense que quand on veut bien faire son boulot, eh bien, il faut toujours que ce soit une forme de challenge. Hein. Tu sais, c'est comme la phrase de Jouvet au jeune acteur. Est-ce que vous avez le trac ? Le type répond non. Il lui dit ça vous viendra avec le talent. Ouais, avec le talent. C'est pareil. Je pense que si on se dit non, de toute façon, je me maîtrise complètement, je suis largement à la hauteur, on va pas se donner les moyens d'être à la hauteur justement du challenge. Donc, effectivement, bien sûr que ça en est un. C'est une très très belle maison avec de très beaux outils et avec des encours substantiels, mais qui a une place considérable. Tu peux nous rappeler les encours ? 70 milliards d'actifs globalement. Ouais, tout global. Pour l'asset management. Ouais, ok. Ouais. Toi aujourd'hui, ton équipe, elle est déjà constituée. Tu as une mission aussi de constitution d'équipe. Là, je parle pour les gens qui vont regarder ce format. Non, il y a une équipe commerciale à Paris. Hein, donc j'ai la chance d'avoir 3 professionnels très expérimentés qui étaient déjà là. On a une jeune recrue qui va nous rejoindre dès le mois prochain, donc je m'en réjouis. Donc on commence à intégrer un petit peu de sang neuf dans cette équipe. Et l'objectif, bien évidemment, c'est un objectif de croissance. Donc qui dit croissance des encours. Et cette croissance des encours nous permettra d'avoir une croissance des équipes pour mieux servir nos clients. Donc des événements, une visibilité, rencontrer des professionnels, donc des CGP, également des institutionnels. Oui, on va faire en sorte d'être visible. Alors toujours avec ce positionnement qui est le nôtre, hein, c'est-à-dire que cet ADN justement aussi qui est une forme de simplicité, d'incarner la discrétion. C'est difficile d'incarner la discrétion, mais on va essayer, on va avoir à cœur justement de se donner plus de visibilité parce que c'est une très belle institution. Justement pour ça. Sur ce focus activité, quelles actus pour Lombardier en 2025 ? Il y a une ou deux événements dont tu veux nous parler ou de sorties de produits ou quelque chose qui est important à marquer aujourd'hui en marge de ce que je t'ai indiqué. Effectivement, nous, on va ponctuer la dernière partie de l'année d'événements. C'est assez traditionnel, mais on va mettre en place une série de webconférences aussi. On a la chance d'avoir de très belles compétences de gestion, des stratégistes de très bonne qualité qui vont pouvoir nous proposer du contenu. Donc, de pouvoir justement apporter du contenu à valeur ajoutée et bien évidemment des propositions d'investissement, mais qui sont toujours raccordées au contexte. Hein. Tu sais que ça, j'ai toujours à cœur justement que ça soit pas hors sol et que ça soit raccordé à la réalité de nos clients et de nos investisseurs. Donc ça, bien sûr, on va le mettre en avant. Et en termes d'actualité produit, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, on commence la commercialisation d'un fonds de private equity secondaire
Et donc là, c'est le 5e vintage, en bon français. De cette expertise, plutôt mid-market. Donc on a une très très belle expertise de gestion sur ce marché secondaire en private equity, qui est aujourd'hui très à la mode, mais sur lequel l'expertise chez Lombard-Odier est historique. Et donc, on a là aussi de belles expertises de gestion, une équipe qui est très solide, et on aura à cœur de proposer cette capacité de gestion justement dans un segment où la taille intermédiaire est, de mon point de vue, un véritable axe commercial, puisque en fait, en termes de contraintes de déploiement, eh bien, c'est vrai que des fonds qui sont de taille moins importante permettent justement de ne pas avoir cette contrainte d'acheter des énormes deals de place sur lesquels la valorisation n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et en marge de ça, d'avoir une structure et une équipe qui ait une taille suffisante aussi pour aller sourcer des deals. Et Dieu sait que ce n'est pas forcément facile en ce moment. C'est là où le mot historique chez Lombard-Odier est quand même quelque chose d'important. C'est un mot qui est important chez Lombard-Odier. Cet ancrage, tout à fait. Mais c'est important pour tous les investisseurs. Bon. Merci Stéphane. On passe à la 3e mini-séquence. Avec plaisir. Allez, 3e tour de roue. Alors, ni bleu clair, ni vert. Vas-y. Je vais faire mon mieux. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Ah, il a mis plus de... violet, dis donc. Le violet. Alors, attends, de mémoire, je ne vais pas me tromper. Côté sur côté. Ah. Alors, pardon. Sur côté, sous côté. Pardonnez-moi. C'est beaucoup mieux. Alors là, le principe de cette séquence, Stéphane, c'est d'essayer de pas trop développer. Ok. Je vais faire mon mieux. Tu me dis sur-côté, sous-côté, avec une petite justification, sans réfléchir. La gestion active. Sous-côté, évidemment. Naturellement. Il n'y en a pas assez. Avec des acteurs... de qualité. Les ETF. Ça, c'est difficile. J'adore le côté positif et politique de M. Vontron. Non, mais par nature, ça ne peut pas être sur-côté ou sous-côté. Ouais. Parce que c'est le reflet du marché. Très bien. Donc ça peut être surapprécié. Mais... Très bonne réponse. C'est le reflet du marché. On va rester là-dessus. Le label ISR. Sous-côté. Sous-côté. Le private equity, mais attention, le private equity pour tous. Sur-côté. Sur-côté. Oui. Bon. Marché action européen. Sous-côté. Marché action américain. Sous-côté. Je sais que ça surprend. Je sais que ça surprend. Ouais. Mais... Alors, libellé pour faire un petit peu original, les actions chinoises. Sous-côté. Sous-côté. Alors, on parlait de ça justement, tu as donné un peu ton avis tout à l'heure, les fonds obligataires datés. Parce que ça a été vraiment une bonne réussite. Est-ce que le timing, là, aujourd'hui... Surcoté, mais alors là, c'est très perso. Donc, je n'embarquerai pas mon illustre maison dans la matière, mais c'est plus dans la nature du produit. Okay. C'est plus dans l'énoncé, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une confusion des gens entre détenir une oblige et détenir des parts d'un fonds daté. Souvent, on essaie de le vendre comme si c'était la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, évidemment. Et la structure de frais n'est pas la même. Alors, la question que je pose évidemment et que je poserai évidemment à tous mes invités, et là, l'équipe a carrément changé. Parce que normalement, la question, c'était les cryptos. Mais là, c'est plus les cryptos. C'est le Bitcoin. Sous-côté et sur-côté. Alors là, j'y comprends rien, honnêtement. Okay. Donc, mais bon, je dirais, j'ai une tendance naturelle à dire sur-côté, mais j'y comprends rien. Donc, c'est vraiment un disclaimer. Bon, les deux dernières, là, tu n'engages évidemment pas ton illustre maison de gestion. Le salon patrimonial. Sur-côté. Sur-côté. Bon, et la dernière question, la capacité de Stéphane Vontron à réaliser son idéal sportif. Sous-côté, naturellement. Allez, merci pour cette 3e séquence, Stéphane. Stéphane, on va parler un peu de tes convictions maintenant. Alors, ça peut être des convictions personnelles, ça peut être des convictions professionnelles, soit engageantes de Stéphane Vontron, soit de Stéphane Vontron, directeur de Lombard-Odier IM. Quelle est ta conviction forte pour cette année, d'un point de vue marché, en termes de risque, de la classe d'actifs? Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message et comme conviction? Ce que j'ai envie de passer comme message, c'est un besoin de diversification. Tu vois, moi, je suis un peu un réceptacle. Je vois quelles sont nos compétences, où sont les niveaux de valorisation, où est-ce qu'on voit justement un risque bien rémunéré. Et à côté de ça, je constate, comme nous tous, un marché qui est quand même relativement monomaniaque dans ses flux. Et donc, un besoin que je trouve vraiment prégnant de diversification en règle générale, parce que je trouve que les portefeuilles, en moyenne, on risque d'être un peu trop sensibles, un peu trop exposés dans le contexte actuel. Donc sur les prochains mois, je pense que, moi, ma conviction, c'est qu'il faudrait asseoir, notamment sur la partie obligataire, des investissements sur un spectre géographique un petit peu plus large. Donc
introduire de l'international et des thèmes comme ceux que je citais tout à l'heure, le Fallen Angel, mais ça peut être le crossover aussi, mais en fait quelque chose d'un peu hybride qui permette d'avoir un comportement peut-être un peu plus lisse, mais aussi avec des assises plus larges et plus diversifiées. Ça peut être l'introduction de dettes asiatiques, sur lesquelles on voit aujourd'hui des niveaux de rendement qui sont très attractifs. Alors, c'est peut-être plus compliqué sur certains portefeuilles de les introduire, mais néanmoins, c'est un très très beau gisement. On peut aussi trouver de la valeur sur des actifs qui ont été très peu à la mode ces dernières années. Je pense aux obligations convertibles. Les obligations convertibles... on l'a complètement oublié. C'est complètement oublié. Et pour autant, c'est un très bon ratio de Sharpe sur 1 et 3 ans. Et pourquoi ? Parce que en fait, c'est une classe d'actifs qui se nourrit pour partie de volatilité. On a une contribution de la volatilité à la performance de ce segment qui est très importante. Et là, en ligne de mire, on peut se dire, si ça continue à secouer dans les mois et les années à venir de manière tendancielle, c'est ce qui, dans le contexte géopolitique, est plutôt évident. Plutôt probable. Probable. C'est une indexation. C'est une indexation intéressante de se dire, tiens, avoir une classe d'actifs qui capitalise sur le risque action, sur le risque obligataire, mais aussi sur la vol. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Je connais ta réponse. On garde toujours un œil sur les US, évidemment, quand même. C'est le baromètre. C'est-à-dire que, imaginez pouvoir construire des portefeuilles diversifiés, globaux, sans introduire d'US. C'est un sujet de sur- ou sous-pondération. Est-ce que je mets plus d'US que le benchmark ou est-ce que j'en mets moins ? Mais la question, c'est pas est-ce que j'en mets 0% ou pas. C'est impossible parce que imaginez que le marché US va s'effondrer, mais que le reste du monde va tenir. Oui, ça, c'est une vue d'esprit. Voilà, déjà. Donc là, c'est totalement improbable. Donc là, le sujet, c'est vraiment de se dire comment je l'accompagne. En revanche, c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a sans doute des sources de valeur décotées par rapport aux US qui peuvent accélérer si le marché tient, si on a une normalisation du commerce international. L'Europe et les émergents peuvent justement avoir des phases de surperformance comme on en a déjà connu à court terme, parce que précisément mieux indexé au commerce international, là où les US, c'est plus le modèle endogène. Modèle US qui reste quand même très résilient. Ultra résilient, on le voit dans malgré les déclarations un peu intempestives de l'administration en place. Les déclarations n'aident pas, et pour autant, les résultats sont au rendez-vous. Ils continuent à être au rendez-vous, et on continue à être surpris. Grosse adaptabilité du marché, quoi. C'est fou. Le modèle est incroyablement puissant, la consommation US reste au rendez-vous, et donc ça, c'est vrai que c'est ce qui fait que le marché tient, et qu'on peut estimer que justement la probabilité de baisse aujourd'hui, en fait, c'est plus une question de probabilité de statistique. La durée et l'amplitude de la hausse du marché sont perturbantes. En revanche, les fondamentaux sont assez en ligne. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder quand même une statistique qui est très parlante, c'est la corrélation du S&P 500 avec les résultats des entreprises du S&P 500. La corrélation est quasi parfaite. Ouais. Merci. Donc, est-ce que c'est le conseil que tu vas donner au CGP si tu rencontres des CGP ? Là, je parle de mes confrères à moi. Tu rencontreras toutes sortes de clients. C'est la diversification, différenciation. Diversification qu'on peut offrir justement avec des obligations plus internationales, qu'on peut offrir également avec la gestion alternative liquide que j'évoquais tout à l'heure, mais qui est un angle très fort de diversification et qui peut permettre d'avoir un autre moteur. Là aussi, l'idée, c'est d'adjoindre des moteurs qui justement ne reposent pas que sur le cycle, parce que c'est vrai que la visibilité sur le cycle, ça me nuise. Ouais. Il est robuste jusqu'à maintenant. Il ne donne pas vraiment de signe de faiblesse, mais néanmoins, à mesure qu'on empile des trimestres sur lesquels c'est un peu plus tendu, le marché est topiche, il faut commencer à se préparer à la suite. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas d'abandonner le navire, l'idée, c'est simplement de commencer à mettre quelques vivres dans le canot de sauvetage. Voilà. Et puis surtout, de s'attacher à avoir, comme je le dis souvent, le bon pilote dans la tempête. Parce que quand la mer est calme, finalement, c'est pas trop compliqué. C'est assez simple. C'est là qu'on voit finalement la vraie différenciation. Je reviens sur la gestion active. Absolument. Je défends évidemment comme tout bon CGP indépendant. Alors là, c'est la question piège. Je te fais répondre évidemment, t'as pas le choix, sans réfléchir. Ça va être très dur. Si tu devais garder un seul produit dans le portefeuille d'investisseurs de nos clients, ce serait lequel ? Un seul produit de... Là tout de suite, là comme ça, celui qu'on devrait tous avoir de chez Lombard Odier. Selon toi tout de suite là. Selon moi, tout de suite, on devrait tout savoir. Alors, un produit dont j'ai pas encore parlé, tu vois, ça va te surprendre. Tu vois, comme quoi. On se refait pas, ça me permet de faire un placement de produit supplémentaire. Il est très très bon quand même. Mais c'est un produit de dette privée. Qui est assis sur des asset-backed loans. En fait, c'est un produit, donc c'est de la dette non cotée. C'est très diversifié. C'est investi sur du papier court. Et en fait, ça, en fonds de portefeuille, en génération de rendement, c'est un produit qui est très attractif et là aussi très diversifiant. C'est toujours l'idée, c'est d'avoir une approche un peu satellite. La dette privée commence à être plus connue dans les allocations des CGP. Voilà, c'est une brique défensive dans les portefeuilles non cotés.
Et c'est vrai que c'est très différenciant d'aller chercher justement ces papiers courts. Ça peut être du bridge loan, ça peut être de la facturage, ça peut être des dettes fiscales. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses avec l'actif en collatéral. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que justement, ça permet un ancrage très fort, de la lisibilité et justement pas de sensibilité au taux et un rendement assez attractif. Bon, Stéphane, pour conclure, j'ai 3 derniers points à voir avec toi, 3 petites questions. Alors d'abord, une petite question un peu sympa. Bon, j'espère que tu vas y répondre. Est-ce que tu as comme ça dans ton téléphone une photo vintage à nous confier? Alors j'ai une photo, oui, à laquelle je pense. Ok. C'est une photo de moi petit, parce que c'était une demande de mon petit garçon, de mon aîné, qui voulait voir quand je ressemblais. Il me dit, papa, toi, t'étais comment? Voilà. Et donc, du coup, j'ai une photo où j'ai déjà, tu vois, les atavismes sont clairs. Donc, alors, c'est pas une voiture, parce qu'ils sont très, très voitures. Moi, c'est pas très. Tu me diras, aujourd'hui, avec la politique sur la défense, c'est plus à la mode, mais j'ai un tank dans la main. Attention au genre, quand même, parce qu'un petit garçon qui a un tank, faut faire attention. Et tu vois, j'ai un petit assortiment à carreaux qui est du meilleur alors, effet. Tu sais que normalement, là, la photo passe en ce moment, et donc nos auditeurs et spectateurs la voient. Hein. Je vais vous la fournir. Et j'ai une coupe au bol assez intéressante de mémoire. Mais ça, c'est normal, c'est très années 80-90. Ça, c'est la base. Si j'ai pas de coupe au bol, c'est pas les années 80. Merci Stéphane pour cette confiance. Alors moi, j'ai une question qui est plus perso pour moi. Qui est-ce qu'on pourrait inviter pour le prochain Track Record, selon toi? Qui est-ce que tu nous conseillerais? Comme ça, il y entend et il va pas avoir le choix. Ou elle. Celui que je conseillerais, mais parce qu'il faut te précipiter, et je pense que ce serait le scoop d'enfer, c'est Warren Buffett. Oui, d'accord. Alors, quelqu'un, je te le recommande. Alors, j'ai essayé, j'ai envoyé 2-3 SMS. C'est marrant, ça répond pas. Je vais essayer sur WhatsApp. Est-ce que c'est la dernière? Quelqu'un d'accessible, j'entends. Alors, non, dans les personnalités du métier, tu devrais essayer Olivier Samin. Olivier Samin, pas bête, tout à fait. Je note. Très bien. Mais prévois 2 heures. Oui, bah déjà que là, déjà, on explose les compteurs. Oui, c'est vrai qu'avec Olivier, ça va être sympa aussi. Allez, pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, Stéphane? Là, vous pourriez me souhaiter beaucoup de succès chez Lombard Odier Investment Manager. C'est une maison justement où le temps est long et j'espère qu'il le sera pour moi également. Et vous pouvez même y contribuer en souscrivant nos très beaux produits. Il est magnifique. Merci Stéphane, c'était un super moment. Merci à toi Stéphane. Allez, à bientôt. À très bientôt. Bye bye.